Bonjour à tous et à toutes, je suis le Dr Key et aujourd'hui nous nous attaquons à la deuxième saison des 8th Doctor Adventures qui sont sortis au compte-gouttes entre janvier et août 2008 et qui est composé de 8 épisodes comme la saison précédente. Parce que c'est le 8e Docteur, ce qui me fait me demander, est-ce que s'ils avaient fait les First Doctor Adventures, est-ce qu'ils auraient fait plein de saisons d'un seul épisode? À la réalisation, nous retrouvons Barnaby Edwards, Jason Haigh Ellery et Nicholas Briggs, qui est également à l'écriture aux côtés de Paul Marks, Mark Platt, Eddie Robson, Jonathan Clements, Jonathan Morris et Pat Miles. On attaque avec Dead London. Le Docteur et Lucie se retrouvent dans la ville de Londres qui ne cesse de changer entre plusieurs époques. Et le Docteur est emmené au tribunal pour avoir mal garé le Tardis et est bien sûr condamné à mort pour ça. Mais est sauvé par une voleuse qui est jugée juste après lui. Lucie, de son côté, subit la ville qui change d'époque et à la fin découvre qu'ils sont dans le cerveau d'une créature reptilienne plus grande à l'intérieur qui a emprisonné des gens on ne sait pas pourquoi et son petit lui intérieur finit par se faire casser la tronche par ses victimes quand le Docteur et Lucie rompent le charme qui soumet les gens. Puis ils repartent en Tardis, laissant tous les gens à l'intérieur de l'esprit de la créature qui est dans un état probablement léthargique et qui viendraient tous à mourir si jamais leur hôte mourait, ce qui pourrait arriver de plein de façons différentes. Mais le Docteur rassure Lucie, qui se fait probablement la même réflexion que nous, en lui faisant écouter les sons des différentes Londres qui coexistent, en lui disant que c'est tellement vivant que ça pourra pas s'arrêter. Pas certain que ça suffise comme argument. On enchaîne avec Max Warp. Le Docteur et Lucie sont sur une station du système Sirius vers la fin du 21e siècle dans le public de Max Warp, l'équivalent de Top Gear dans l'espace. Le Docteur s'enjaille tandis que Lucie a juste l'impression d'être à un rassemblement de beaufs et que Geoffrey Vantage, un des présentateurs, est définitivement trop vieux et chauve pour porter des jeans serrés. Les choses empirent rapidement, cependant, lorsque Timbo, un de ses collègues qui teste un vaisseau, écrase violemment son appareil et meurt en direct. Geoffrey et O'Reilly, son autre collègue, sont horrifiés, mais Geoffrey se met à accuser les Keith de fabriquer des vaisseaux pourraves qui mettent en danger tout le monde. O'Reilly lui rappelle de rester politiquement correct, mais Geoffrey lui dit de la fermer. Le tout vient foutre un bordel dans un processus de paix qui est coordonné par la présidente Varlon et son droïde tournoyant, à qui elle demande toujours conseil, avec le peuple des Keith, alors que les deux factions sortent d'une guerre lourde en pertes. Le Docteur et Lucie vont alors enquêter, se faire droguer et se faire placer dans un vaisseau qui va se cracher. Mais pas de panique car c'était une simulation. Après, Lucie va remplacer Timbo dans la présentation de l'émission de Max Warp, mais ça ne peut pas marcher d'après Geoffrey parce que c'est une femme. Quoi ? À un moment, grâce au Docteur, l'ambassadeur des Keith va réchapper d'une tentative d'assassinat et l'escalade de violence qui s'était enclenchée entre les humains et les Keith va redescendre. On découvre que c'est finalement Geoffrey qui a fait tout son possible pour relancer la guerre entre les humains et les Keith et qu'il aurait été sûr de la victoire de son peuple car il a développé un virus informatique qui nique l'équipement des Keith et si la flotte des Keith était passée à l'action, les humains les auraient anéantis en un seul instant. Et pour s'assurer que son virus informatique marche bien, il l'a testé sur le vaisseau Keith qu'était en train de tester Timbo, son collègue. Mais Timbo n'est pas mort en fait, il a simulé sa propre mort Et a drogué le Docteur et Lucie pour les placer dans une simulation pour essayer de leur faire comprendre ce qui se passait. Il est ensuite resté caché pendant presque tout l'épisode à l'intérieur du droïde tournoyant. Ainsi, la lumière est faite sur cette horrible affaire, les humains et les Keith vont pouvoir vivre en paix et Geoffrey est mis aux arrêts. On arrive à Brave New Town. Le Docteur souhaite emmener Lucie en Angleterre sur une plage en 2008 et l'emmène à la place dans un lieu désertique avec un village pas loin. Lucie est quelque peu gonflée que le Docteur se plante si souvent et nos héros partent au village rempli d'Anglais fans de Bryan Adams. Alors que Sally, la fille d'un dénommé Jason Taylor, a disparu, le Docteur et Lucie remarquent que tout dans le village est daté du 1er septembre 1991. Après moultes observations,
Il apparaît que le village était sur une île qui n'est plus entourée par la mer. Alors que le docteur court après Sally, Lucy se fait capturer par une espionne avec un fort accent du bloc de l'Est, mais est libérée par Sally. Le docteur a retrouvé Jason et un tank approche du village. Le docteur et Jason se mettent à couvert et Jason fait alors coulisser vers le bas une partie de sa main qui révèle un canon de pistolet. Et oui, nos héros sont en réalité en présence d'Autons et ils sont en Ouzbékistan. Je l'avais pas vu venir celle-là. Lucy a découvert un restant de conscience Nastine et elle découvre également, comme tous les autres personnages, que non loin de là où il se trouvait une base d'espions qui s'entraînait à devenir anglais. Et cette base était à plus de la moitié composée d'agents qui étaient des Autons. Seulement, avec la chute de l'URSS, les lieux ont été désertés et nos espions autones russes-anglais sont partis vivre comme des Anglais dans le village où la conscience était pas loin. Sally suit les ordres de la conscience Nastine qui veut se servir des Autons pour protéger une source d'huile qui l'alimente, mais ça les rend agressifs et surtout sujets à la conscience Nastine, alors que les Autons ici présents ont en réalité évolué et n'ont plus besoin de la conscience Nastine pour survivre. Celle-ci devient en fait leur maîtresse esclavagiste. Ce faisant, le docteur coupe le contact qui unit la conscience aux Autons et ceux-ci repartent vivre tranquillement leur vie d'anglais figée dans le temps. On arrive alors à The Skull of Sobek. Au milieu des dunes bleues parfaitement symétriques de la planète Indigo 3 se dresse un temple dédié au chaos. Les prêtres et prêtresses sont un peu contrariés cependant lorsque des gens se font soudainement trancher en deux par des crocodiliens dans le temple qui n'aiment pas être dérangés. Le docteur et Lucy arrivent sur les lieux et se proposent d'enquêter sur les morts, et ils se trouvent malheureusement pour eux mêlés au conflit ancestral entre un seigneur crocodilien et son fils qui souhaitait le renverser. Tous deux suivent la volonté du crâne de Sobek, leur divinité sur laquelle a été bâti le temple dans lequel ils sont, et ils cherchent chacun un champion pour les représenter. Lucy est forcée de devenir religieuse et est ensuite kidnappée et hypnotisée par les crocodiliens, et devient la championne du roi, tandis que le docteur, qui a été expulsé du temple, est choisi par le crâne de Sobek comme le champion du prince, au détour d'une conversation où il disait être prêt à tout pour sauver Lucy. Le docteur est finalement recapturé par nos amis crocodiliens et il est forcé de combattre Lucy qui se bat avec une masse et qui a enfilé une armure. Pendant que les deux s'affrontent, le père et le fils admirent le combat, bien évidemment. Non sans au passage traiter le docteur de lâche parce qu'il ne veut pas affronter Lucy et en mangeant des gens parce que ça creuse de regarder un combat. À force de discussions et d'esquives, le docteur réussit à amener notre Lucy qui est complètement hypnotisée au milieu des eaux du temple où prient les fidèles et alors il arrive à rompre la connexion entre le crâne de Sobek et Lucy. À force de rhétorique, le docteur réussit à persuader le roi et le prince qu'ils doivent eux-mêmes s'affronter et arrêter de se chercher des champions et des excuses pour ne pas se battre. Ainsi, ils dégainent et s'affrontent alors que le crâne de Sobek finit par perdre son influence, se briser et une partie du temple s'effondre sur lui et sur le roi et le prince également. Ainsi, à la fin, Lucy est presque contrainte de rester au temple, parce qu'après tout, n'oublions pas, elle s'y était engagée, mais une des bonnes sœurs décrète que le docteur est un élément chaotique positif et qu'il faut qu'il y ait une sœur de leur temple pour veiller sur lui. Et ainsi, le docteur et Lucy arrivent à repartir sans trop de problèmes. On passe dorénavant à Grand Theft Cosmos. Le docteur et Lucy voyagent dans un train en 1898 pour le simple plaisir de voyager dans un train. Le docteur, alors que Lucy s'éclipse, fait la rencontre d'un dénommé Simonson qui est en fait le collectionneur d'œuvres d'art du roi de Suède. Et le docteur apprend de celui-ci qu'il est à la recherche des œuvres d'un dénommé Claudio Tardelli, un artiste obscur du XVIIe siècle dont il est resté très peu d'œuvres dans le monde. Et pour cause, le docteur a veillé à ce qu'il en soit ainsi parce que les œuvres de Claudio Tardelli ont une influence sur la réalité. Il crée des distorsions et fait perdre la raison à toute personne qui les contemplerait. Et comme vous vous en doutez, bien sûr, Tardelli n'est pas humain. Mais alors, en discutant davantage avec Simonson, il apprend que celui-ci a mis la main sur 2 pièces de Tardelli. Une sorte de sculpture qui est accompagnée d'un diamant noir. Et pendant ce temps, Lucy, qui se balade dans le train, fait la rencontre de Karen et de la chasseuse de tête qui justement tente de voler le diamant de Claudio Tardelli.
Le docteur, avec Lucie et la chasseuse de tête avec Karen, vont chacun tenter de voler le diamant noir, et après moult péripéties et impostures, la chasseuse de tête l'obtient et en sort alors Tardelli, qui dans son diamant a façonné un univers de poche. Seulement, le vol du diamant a éveillé son gardien, à savoir la statue, créée pour protéger le diamant et son contenu, mais pas son créateur. Alors que Tardelli était prêt à détruire le contenu du diamant, le docteur et le gardien s'accordent pour ébrécher le joyau, contraignant Tardelli à utiliser son ingénierie dimensionnelle pour extraire son univers dans le vide de la réalité, lui attribuant une place au même titre que l'univers divergent ou que le monde alternatif où Rose est piégée. Tardelli repart avec Karen et la chasseuse de tête, qui lui a promis le poste d'artiste impérial de l'empereur Vasiliar G de Ralta. Le docteur, de son côté, se dit qu'il trouvera à l'avenir un moyen de neutraliser les œuvres de Tardelli sans avoir à les détruire. Nous arrivons à l'épisode émotionnellement le plus important de la saison, à savoir The Zygon Who Fell to Earth. Le docteur échoue une fois de plus à aller où il souhaite, à savoir rendre visite à William Wordsworth et se retrouve à Kendal, dans le secteur des lacs au nord de l'Angleterre, dans un hôtel dirigé par la tante Pat de Lucy et son mari, Trevor, ex-chanteur de musique folk des années 60 dont Lucy n'avait jamais entendu parler à son époque. Pat n'est pas 100% heureuse de les revoir, se souvenant de ce qu'il s'est passé dans The Horror of Glamrock, et aimerait que le docteur arrête de l'appeler Tante Pat car elle n'est pas sa Tante Pat. Pendant ce temps, deux anciens membres du groupe de Trevor viennent le voir pour reformer la bande, ce que Trevor refuse catégoriquement. Plus tard, Lucy, trouvant les ex-associés louches, les espionne au bord du lac où est bâti l'hôtel, et une fille les rejoint. Et alors, elle les voit sous leur véritable apparence, à savoir des Zygones. Capturé par ces derniers, un Zygon prend sa place et va pousser le docteur, après avoir trouvé une chambre d'incubation dans le cellier, à découvrir que Trevor est un Zygon. Ce que Patricia sait. En vérité, le Trevor qui se trouve dans le cellier est mort depuis longtemps des suites d'un accident de moto. Et Agoth, seigneur des Zygones, a alors pris son apparence. Il est tombé amoureux de Patricia et lui a offert un collier qui a fusionné avec sa chair. En vérité, Agoth et les siens font partie d'une flottille Zygone qui s'est écrasée sur Terre dans les alentours de l'Écosse et leur flotte s'est dispersée au crash, raison pour laquelle le docteur a déjà affronté des Zygones dans le secteur dans l'épisode Terror of the Zygones. Les Zygones se sont fondus dans la population, ont pris la place de gros chefs d'entreprise qui ont pu dépenser des sommes folles pour lancer une industrie hyper polluante dans le but de foutre la merde un maximum dans l'atmosphère, et maintenant les Zygones veulent retourner à leur vaisseau et déclencher des ogives qui permettront de terraformer la Terre pour la faire devenir comme leur monde d'origine. Et justement, le déclencheur de ce dispositif se trouve être le collier qui a fusionné avec la chair de Patricia. Patricia va se faire capturer par les Zygones et Trevor, accompagné du docteur et de la fausse Lucy, vont se lancer à sa poursuite. Mais malheureusement, ils vont arriver trop tard. Après avoir découvert que Lucy n'était pas Lucy mais que celle-ci était une Zygone, ils découvrent une Patricia avec la poitrine ensanglantée car le bijou lui a été arraché. Elle est mourante et d'ailleurs, elle succombe. Trevor joue alors un double jeu, il reprend sa forme de Agoth, seigneur des Zygones, mais plutôt que de commander au lancement des ogives, il commande à la destruction de son propre vaisseau. Le docteur réussit à trouver Lucy et à s'enfuir alors que la base explose. Alors qu'ils sont retournés à l'hôtel, Lucy va se coucher après avoir attendu que Patricia retourne car on ne sait jamais, l'espoir fait vivre. Le docteur alors voit venir à lui Agoth qui a survécu et qui propose au docteur, en hommage à la femme qu'il a aimée, et pour que Lucy ne vive pas sans sa tante, de prendre, une bonne fois pour toutes, l'apparence de Patricia. Ce que le docteur accepte, promettant de garder le secret. On attaque le final en deux parties de cette saison avec Sister of the Flame. Le docteur et Lucy, à l'intérieur du TARDIS, subissent une avarie de taille. En effet, la boîte bleue est mise hors tension comme si elle avait été immobilisée par un manipulateur stellaire. Très vieil artefact gallifréen. Repartant, le TARDIS réchappe de peu à l'attraction d'un rafleur temporel. Quelque chose semble mettre en branle la structure de l'espace-temps. Atterrissant dans un croiseur et en sortant, le docteur est attaqué par des trelles, des scolopendres géants intelligents, commandés par une femme d'apparence humaine. Le docteur hurle à Lucy de fuir, et elle le fait, se cache dans un conduit d'évacuation, et est finalement retrouvée et arrêtée par un policier trelle, car elle n'a pas d'identification. Après qu'elle lui ait raconté l'enlèvement du docteur,
non sans faire preuve de beaucoup de xénophobie sous le coup de la peur et de la panique, Rosto le Trell s'en va, et alors Straxus, des Seigneurs du Temps, vient voir Lucie. Mais puisqu'il ne trouve pas le docteur avec elle, il se casse. Lucie est alors visitée par une dénommée Aspira, qui dit être inspectrice humaine, qui veut emmener Lucie ailleurs pour rechercher le docteur. Seulement, Rosto identifie Aspira comme étant la femme qui accompagnait d'autres Trell à kidnapper le docteur, et celle-ci se téléporte en marmonnant une étrange incantation. Feu sacré, flamme sacrée. En recherchant sur le net, Lucie et Rosto découvrent que le feu sacré est affilié à la sororité de Karn, qui vit sur la planète Karn, et vers laquelle nos personnages sont en train de se diriger. Et sur ces entrefaits, réapparaît Straxus, qui s'est fait engueuler par les Seigneurs du Temps, parce qu'il n'a pas pris la peine de ramener Lucie, ni de la faire auditionner par ses camarades, car toute information concernant le docteur est vitale dans cette situation. Il apprend qu'ils sont en direction de Karn, et demande à Lucie, qui lui arrache son anneau temporel parce qu'elle en a ras-le-bol, de fuir absolument cette destination. Car Karn est maintenant la propriété d'un dénommé Zarobnix, qui est le leader du culte de Morbius, qui cherche désespérément à mettre la main sur un seigneur du temps. Seulement à ce moment, Lucie est téléportée au couvent de la sororité de Karn, qui d'ailleurs n'est plus sur Karn. Elle y retrouve le docteur et apprend que Aspira avait été chargée de capturer le docteur pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de Zarobnix. Alors, Orthina, qui dirige le culte, invite le docteur et Lucie à entrer dans une chambre de dispersion moléculaire pour y être détruits. Et voici enfin l'épisode final de cette saison, à savoir The Vengeance of Morbius. Avant d'être mis dans la chambre de dispersion, le docteur arrive à apprendre de Orthina que Zarobnix a pour objectif de ressusciter Morbius, que le rafleur temporel avait été lancé par les Seigneurs du Temps pour rapatrier tous les leurs pour les mettre hors de portée de Zarobnix. Voulant toujours les détruire, Lucie présente l'anneau temporel que Straxus avait alors qu'ils approchaient de Karn, prouvant que Zarobnix a déjà un Seigneur du Temps et que ça ne sert plus à rien de les détruire. Sachant que la compagnie de leur adversaire voulait forer la planète, ils ont conclu que Zarobnix veut recréer Morbius à partir d'un fragment de son cerveau, façon Jurassic Park. Orthina leur rend le Tardis et leur dit qu'elle les observera. Lucie propose au docteur de revenir plus tôt dans le temps pour empêcher tout ça, ce qui tente le docteur qui se dit que ça a peut-être déjà eu lieu, qu'ils ont déjà croisé leur ligne temporelle sans qu'ils le sachent à cause de la coupure dans le Tardis au début de cette histoire. Mais dans le vortex, ils sont raflés par Bulek, le coordinateur de la CIA sur Gallifrey. Voulant repartir pour sauver Straxus, Gallifrey est alors assiégé par une flotte de Trell et le docteur, Lucie et Bulek reçoivent un appel entrant depuis Karn et se trouvent face à Morbius, ressuscité. Il brandit face à eux l'activateur du manipulateur stellaire et l'utilise, aspirant le pouvoir de l'œil de l'harmonie, immobilisant à ce moment au fur et à mesure tous les Tardis qui se retrouvent dans la capacité de voyager dans l'espace et le temps. Bulek abaisse alors la barrière de transduction de Gallifrey un court instant pour permettre au docteur et à Lucie de partir en catastrophe pour Karn. Et seulement avec grande difficulté, nos héros vont réussir à arriver sur la planète 10 ans plus tard. Ils arrivent dans le laboratoire de Zarobnix et tombent sur un Straxus complètement amacié, affaibli, qui alimente encore Morbius de temps en temps. Morbius a bien évidemment profité de tout ce temps pour étendre son empire, il a même été sur Terre et piqué la Statue de la Liberté qu'il a foutue sur Karn, mais il n'a jamais réussi à passer les défenses de la barrière de transduction qui entoure Gallifrey. Alors que Zarobnix va pour chercher Straxus pour abreuver Morbius qui se sent très souffrant, eh bien, il a une sacrée surprise. Le docteur est avec Lucie et avec Straxus et avec Rosto le Trell qui était encore dans les parages. Celui-ci va tuer Zarobnix et le docteur va se jeter sur Morbius pour lui arracher du cou l'activateur du manipulateur stellaire. Dans leur lutte, alors que Morbius est complètement mourant, il se jette à son tour sur le docteur et les deux chutent dans le canyon dans lequel Morbius, lors de sa première résurrection, était tombé. Ayant désactivé le manipulateur stellaire, Gallifrey n'est plus immobilisé et alors la timeline où Morbius a étendu son empire pendant 10 ans et où Zarobnix a racheté Karn pour le ressusciter est effacée. Seulement, le docteur a disparu dans sa chute.
Mais vu qu'il est une composante essentielle qui a permis d'effacer cette timeline, les Seigneurs du Temps ne peuvent rien faire. Straxus et Bullock proposent à Lucy un amnésique et de revenir chez elle. Elle n'accepte que le deuxième, de retourner chez elle, car elle se refuse à oublier le docteur. Et quelques mois plus tard, quelqu'un vient toquer à sa porte, et il s'agit de la chasseuse de tête qui lui tire dessus. L'épisode Dead London est le premier à employer le thème de Doctor Who de Nicholas Briggs, qui est un léger remix de l'arrangement de Delia Derbyshire. Il est employé en revanche depuis la saison 1 des Hey Doctor Adventures par le réalisateur de cette vidéo qui s'est dit que ce serait bien de marquer dès le générique une transition avec l'ambiance de la main range qu'il l'a présenté. Le personnage de Straxus, en coulisses, est un cas particulier chez Big Finish au sujet de son interprète. En effet, dans une interview, Nicholas Briggs révèle que l'acteur originellement casté a dû être congédié, car il ne collait absolument pas au rôle. Briggs a donc appelé en catastrophe un acteur qu'il connaissait bien, qui se nomme Nicholas Grace, pour prendre le rôle. La production l'a trouvé si bon dans sa performance qu'il a été décidé d'inclure Straxus dans le final de la saison 2. Et vous devriez connaître Nicholas Grace car il joue Albert Einstein dans le mini-sode Death is the Only Answer. Dans l'épisode Dead London, dont le titre fait référence à l'état de Londres dans la guerre des mondes de H.G. Wells, le 8e docteur, lors d'une cascade, est le premier à crier Geronimo! L'épisode Max Warp est bien évidemment une référence directe à la génialissime émission Top Gear, qui fut présentée par le trio légendaire composé de James May, Richard Hammond et Jeremy Clarkson. Et ce dernier, viré suite à une altercation avec son producteur, est parti faire sa propre émission, The Grand Tour, où il est rejoint par ses deux collègues. Dans l'épisode The Zygon Who Fell to Earth, on apprend que le docteur met 6 sucres dans son thé. Mais également qu'il est possible pour un Zygon de prendre définitivement une autre apparence que la sienne, mais le processus est alors irréversible. C'est donc ce que fait Aigos en prenant l'apparence de Patricia. Aussi, de même que Brand New Town introduit pour la première fois la conscience Nastine en audio, Sister of the Flame introduit en audio Karn et sa sororité pour la première fois. Eh bien ma foi, c'était une run plutôt sympa, mais qui aura quand même moins bien commencé que la saison précédente. Bon, je pense à ce stade-là que vous aurez compris que les Eighth Doctor Adventures revisitent quand même pas mal de classiques. Ceci dit, on assume aussi des menaces plus grandes que celles qu'on avait pu avoir auparavant dans la série, du fait que le support audio permet de s'imaginer vachement plus de choses et du coup d'écrire des situations beaucoup plus graves et moins compliquées à mettre en scène. C'est facile, il n'y a pas de scène. L'exemple évident là-dedans, c'est bien évidemment de parler de Morbius, qui du coup devient une véritable menace. On comprend pourquoi il a fini par être exécuté, et avec son armée de traits, il a quand même ravagé pendant 10 ans le cosmos. Ceci dit, c'est dommage qu'ils aient été évasifs sur certains points. J'aurais bien aimé une ou deux lignes de dialogue qui expliquent l'état d'avancement de ces conquêtes, face par exemple aux Daleks, aux Cybermen ou aux Centauriens. Du point de vue des personnages, je n'aurais pas grand-chose de nouveau à dire sur le docteur qui est fidèle à lui-même, toujours aussi enjoué. Sa complicité avec Lucy évolue plutôt bien d'ailleurs, et on voit l'affection qu'il a pour elle dans The Zygon Who Fell to Earth, acceptant qu'Aigoth prenne la place de sa bien-aimée, Patricia, et ainsi Lucy n'aura pas à vivre avec la mort de sa tante. Je pense que le docteur a accepté qu'Aigoth prenne la place de Patricia pour empêcher un paradoxe, car Lucy a grandi avec sa tante, et cette figure ne peut pas ne plus exister avant la naissance de Lucy, car The Zygon Who Fell to Earth prend place comme The Horror of Glamrock avant la naissance de Lucy. Le docteur se doit de garder ce secret, ce qui n'est peut-être pas très honnête, mais cela permettra aux choses d'advenir comme elles le doivent. Dès lors se dresse un parallèle intéressant avec la façon dont le docteur a traité Charlie. Dans les deux cas, il s'est retrouvé à prendre une décision dans le secret, pour de bonnes raisons, cela va sans dire, et dans un cas, il a créé un paradoxe, dans un autre, il a préservé l'équilibre du temps, mais vous devez vous douter qu'à la fin, Lucy, comme Charlie, aura son rapport de confiance avec le docteur plus que sévèrement impacté. En ce qui concerne Lucy, elle est toujours aussi bourrine et pataquès, et c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, mine de rien. Elle prend pas mal de risques pour enquêter, comme dans The Skull of Sobek, où elle a failli ne jamais s'échapper d'un couvent, dans Max Warp, et aussi dans
Grand Theft Cosmos. Et justement, ça la désole pour choper des informations de devoir faire la technique de la demoiselle en détresse en robe qui suffoque et qui va séduire un soldat pour savoir ce qui se passe. Les techniques du docteur pour obtenir des informations sont quand même assez pourries. C'est particulier de voir que ces moments qui fut un temps étaient comiques, sont quand même remis en question dans la diégèse de l'histoire. Lucie, elle n'est pas spécialement contente d'avoir fait ça, mais par la suite, quand elle va rencontrer Rosto, le Trell, elle va être complètement paniquée et horrifiée par son apparence. Ça peut créer un comique de situation avec un personnage qui est stupidement horrifié, c'est le cas, et à la fin, Lucie finit par s'excuser en face de Rosto une fois qu'elle a retrouvé ses esprits, parce qu'elle se rend compte qu'elle a fait juste preuve de bêtise et de racisme vis-à-vis de lui en fait. C'était aussi assez cool de recroiser Karen, que presque tout le monde croyait morte, avec la chasseuse de tête. Elles forment un assez bon duo et on a la sensation avec elle d'avoir une anti-team TARDIS. Elles ont leurs objectifs, leurs emplois, elles vont utiliser des méthodes discutables parce que très facile, hein, genre le contrôle mental sur quelqu'un, mais vont pas non plus se montrer cruelles ou mauvaises vis-à-vis de quelqu'un. Elles font ce pourquoi elles sont payées, sans être abominables. Ce sont juste des mercenaires, mais c'est un duo cool. Ah, j'aimerais bien qu'il y ait un spin-off sur elle, mais bon, il est bien trop tard. Je vais revenir maintenant sur ce que j'évoquais au début, comme quoi la saison commençait vachement mal, et comme quoi, il y a une volonté de revisiter les classiques. Dead London est une sorte de revisitation de l'épisode final du second Docteur, The War Games, à la fin duquel le Docteur, pour replacer tout le monde dans sa ligne temporelle, appelait les Seigneurs du Temps. Ce qui lui en coûte énormément, car vu que Gallifrey est censé être non-interventionniste, le Docteur, en fait, se fait après capturer par son peuple. Et ça le fout dans la merde, parce que ça contraint à démission pour Gallifrey, puis à une régénération forcée. Alors que là, dans Dead London, les gens ils restent à l'intérieur du crâne de la créature, et alors que c'est pas vivable. Si l'autre il meurt, ils vont tous crever en fait. Et le Docteur aurait pu se dire ok, je fais la même chose, et on aurait pu avoir une fin plus intéressante qui garde en fait les mêmes éléments mais les amène de façon différente. Genre le Docteur appelle les Seigneurs du Temps mais se casse vite fait parce qu'il a son TARDIS à côté, et alors qu'une équipe d'intervention est envoyée pour s'occuper de renvoyer les gens qui sont dans l'esprit de la créature chez eux, tu vois que finalement l'équipe d'intervention au moment d'agir est raflée par le rafleur temporel, disant que tous les Seigneurs du Temps doivent être rapatriés car il y a une gigantesque crise qui est en train d'avoir lieu, et ça aurait amorcé doucement le retour de Morbius en fait. Bon, dans tous les cas, cette deuxième saison des 8th Doctor Adventures était assez cool et j'espère que vous apprécierez écouter la troisième lorsque je vous en ferai les résumés et une petite phase d'analyse. Mon chat fait ses griffes. On se retrouvera à la fin du mois pour parler de Old Friends, le 4e coffret des 9th Doctor Adventures. Mais d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important.